Migration, la Mauritanie, nouvelle terre d'installation. Les données récentes indiquent que la Mauritanie n'est plus uniquement un couloir de transit, mais qu'elle devient progressivement une destination finale pour de nombreux migrants ouest-africains. Son positionnement géographique et ses opportunités économiques dans des villes comme Nouakchott, Nouadhibou ou Sédibabi attirent et fixent des populations en quête de stabilité. Ce basculement pose un double défi, intégrer les flux extérieurs tout en répondant aux attentes d'une jeunesse nationale hésitante entre l'ancrage et l'exil. Mais les chiffres relèvent une carence inquiétante d'informations fiables chez les jeunes Mauritaniens, qui prennent souvent leurs décisions migratoires à partir de rumeurs ou de promesses illusoires. La question est alors cruciale. L'État dispose-t-il d'une stratégie claire pour encadrer ces mouvements et transformer ce flux en levier de développement au lieu d'un fardeau? Avec nous, M. Ibou Badiane, journaliste consultant en migration. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment expliquez-vous la transformation de la Mauritanie d'un simple pays de transit en destination finale pour de nombreux migrants? Merci. Vous savez, la Mauritanie a une position charnière qui la situe entre l'Afrique au sud du Sahara et le Maghreb. Et du coup, vous comprendrez aisément que naturellement, le passage des subsahariens vers les côtes européennes se fait obligatoirement par la Mauritanie. Mais il faut remonter vers les années 60, les années des indépendances. La Mauritanie, à l'aube des indépendances, avait besoin aussi d'une main-d'œuvre qui provenait des pays voisins, comme le Mali et le Sénégal principalement. Donc, ce sont ces Sénégalais, Mauritaniens et Maliens, autant pour moi, qui venaient à l'époque et ils s'investissaient dans des métiers qui étaient délaissés parfois par les Mauritaniens. Donc c'est une migration traditionnelle qui était là au départ. Mais entre-temps, on a eu une migration avec en tout cas l'Eldorado européen, une migration qui venait de l'Afrique de l'Ouest de façon générale et qui provenait également aussi des pays du golfe de Guinée. Donc c'est une migration économique qui tentait les côtes européennes. Alors, entre-temps, il y a des ressortissants des pays en conflit, qui avaient des conflits internes, comme la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, le Libéria, dans une moindre mesure, et récemment avec le Mali en 2012 et le Soudan. Donc, ces populations qui s'ajoutent à celles qui étaient là, traditionnellement, font que la Mauritanie, à un moment donné, regorgeait d'importantes populations subsahariennes. Bien sûr. Quels sont les facteurs économiques et sociaux qui font de villes comme Nouakchott, Nouadhibou et Sédibabi des pôles majeurs d'attraction? Et comme je le disais tantôt, vous savez, la position de la Mauritanie l'offrait et donnait des opportunités, offrait des opportunités à ces pays-là. Quand on regarde Sédibabi, c'est la frontière en passant par Bakel, Matam, etc. Nouakchott, c'est la capitale où, en tout cas, on pensait qu'il y avait des opportunités économiques de travail, mais Nouadhibou aussi constituait une ville de passage vers les Canaries. Et du coup, alors, les migrants, surtout ceux du golfe de Guinée, qui pensaient qu'à partir de Nouadhibou, tout simplement, on pouvait voyager rapidement et atteindre les côtes européennes. Donc, du coup, ce sont des villes qui attiraient, en tout cas, ces migrants, qui pensaient que d'une part, à Sédibabi, on pouvait passer et atteindre Nouakchott, aller trouver travail facilement à Nouakchott, mais aussi Nouadhibou, alors, pouvait en tout cas offrir des opportunités de travail parce que c'est une ville portuaire, mais également aussi des chances de passage vers les îles Canaries. Et quels sont les principaux défis auxquels l'État fait face dans la gestion des flux migratoires, notamment compte tenu de la fragilité des infrastructures et des services de base? Oui, exactement. Le premier défi de la Mauritanie, c'est un défi sécuritaire. Quand vous prenez, comme je le disais, la genèse de ces populations qui arrivaient de l'Ouest africain, qui arrivaient en Mauritanie naturellement, et il s'y ajoute d'autres migrants qui venaient, bon, appelons les réfugiés, qui étaient menacés dans leur pays, le Mali à côté,
Alors, pour eux, ces gens-là, ces personnes-là, la Mauritanie constituait un havre de paix. Donc, les gens venaient en nombre et la Mauritanie se trouvait dans des difficultés pour, en tout cas, accueillir, gérer ces populations. Ça, c'est un premier défi sécuritaire. Comment il faut faire pour contrôler ces gens-là qui arrivent en masse et qui veulent s'installer en Mauritanie pour trouver, en tout cas, la paix. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a un autre défi au niveau de la gestion. Comment gérer ces populations qui arrivent, qui demandent la sécurité, et celles qui étaient déjà là, qui étaient là pour des raisons économiques, mais tenter aussi le passage vers l'Europe. Donc, c'est une population. Et vous comprendrez aisément que la Mauritanie, qui a une superficie aussi large, mais qui a une population, une démographie qui est aussi, en tout cas, qui n'est pas grande, qui n'est pas costaud. Donc, est-ce que l'État a prévu suffisamment de ressources pour gérer ces populations qui arrivent, parce qu'il faut assurer leur nourriture. Ce n'est pas des gens qui viennent avec de la nourriture. Ils viennent, ils ont besoin d'être hébergés, d'être en tout cas nourris. Mais en même temps, la Mauritanie faisait face à ces populations locales qu'elle devait assurer en tout cas le survie. Donc, vous voyez ces défis-là. Donc, ce sont des défis économiques. Comment est-ce qu'on peut assurer ces gens-là qui veulent rester ici travailler, et la jeunesse aussi qui veut trouver du travail parce qu'elle est en manque de perspective. Donc, on voit aisément que la Mauritanie faisait face en tout cas, à des défis sécuritaires, des défis sur le plan, en tout cas, d'accueil, d'hébergement et de gestion même de par l'alimentation, la nourriture de ces personnes. Bien sûr. Et maintenant, comment trouver l'équilibre entre l'intégration des migrants dans la société locale et la satisfaction des aspirations de la jeunesse mauritanienne, elle-même souvent tentée par l'immigration? Mais voilà, donc, comme je disais tantôt, du coup, la Mauritanie fait face à un dilemme. Gérer cette population pour ne pas être taxé peut-être de xénophobie, de discrimination, mais aussi s'occuper de cette jeunesse qui est là en quête de travail décent. On a une jeunesse qui est là, qui est exigeante, qui veut du travail, qui, quand elle n'a pas ce travail, risque en tout cas de tenter l'aventure, comme c'est le cas. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de trouver une stratégie, en tout cas de gestion de la migration, c'est-à-dire de la migration. Quand on parle de la migration de façon générale, les réfugiés, et c'est là ceux-là qui étaient là pour des raisons économiques. Mais aussi, juguler entre trouver du travail aussi pour cette jeunesse, pour qu'elle ne tente pas, en tout cas, l'aventure suicidaire. Donc là, je pense qu'il faut que l'État redéfinisse en tout cas sa politique, sa stratégie, en tout cas de gestion de la migration, mais aussi de gérer l'emploi pour les jeunes, pour que les jeunes ne prennent pas une aventure périlleuse. D'où la question, la Mauritanie dispose-t-elle aujourd'hui d'une stratégie claire et annoncée pour gérer cette mutation dans les dynamiques migratoires? La Mauritanie a une stratégie en tout cas de la gouvernance migratoire. Mais est-ce que cette gouvernance suffit aujourd'hui, compte tenu du contexte actuel, vraiment pour continuer à gérer cette migration? Est-ce qu'il ne va pas, en tout cas, falloir revoir cette copie pour qu'on essaie de l'adapter par rapport au contexte de l'heure? Je pense que oui. Il faut quand même que les gens essaient de trouver une autre stratégie pour contenir cette migration, mais aussi contenir cette jeunesse qu'on doit en tout cas trouver du travail pour que, en tout cas, elle ne s'aventure pas à aller en Europe ou en Amérique ou quelque part. Mais dans quelle mesure la migration peut-elle devenir un levier de développement à travers la valorisation des ressources humaines entrantes plutôt qu'un fardeau économique et sécuritaire? Très bonne question, parce que je pense que quelque part, il y a des gens qui pensent que celui qui vient de l'extérieur, le migrant, il est venu pour en tout cas prendre le pain du citoyen national. Mais non, le migrant qui vient d'ailleurs, quelqu'un qui vient d'ailleurs, il vient avec une expertise, avec un savoir-faire. Donc c'est ce savoir-faire qu'il vient avec et tenter sa chance en Mauritanie. Il peut travailler dans le secteur du bâtiment, le secteur de la pêche, le secteur des mines, c'est-à-dire les ressources minières, et dans d'autres secteurs productifs. Donc c'est des gens qui peuvent travailler et contribuer à l'économie mauritanienne. Donc, ce n'est pas des gens qui viennent comme ça, qui errent, comme certains qui jonchent dans les rues de Nouakchott et Nouadhibou, mais c'est des gens, c'est des bras valides qui travaillent et qui vont contribuer à l'économie. Et voilà, donc il faudrait en tout cas percevoir ces gens qui viennent d'ailleurs, comme quoi c'est des gens qui peuvent être des leviers de développement, plutôt que peut-être des gens qui vont créer de l'insécurité. Non,
Je pense que, quelque part, il faut en tout cas positiver leur présence dans le pays et percevoir la migration sous l'angle humaniste. Et enfin, une mauvaise gestion du dossier migratoire pourrait-elle constituer une ressource de tension sociale à l'avenir entre migrants et communautés locales? Oui, là, il faut faire très attention. Vous savez que la Mauritanie est un pays dont les communautés sont rattachées aux autres communautés des autres pays de la sous-région. Donc nous sommes unis par la communauté de destin avec nos amis de la sous-région du Mali, du Sénégal et dans une moindre mesure des pays, comme je disais, du Golfe de Guinée, la Côte d'Ivoire, la Guinée, les Sierra Leone, Libéria, Togo, Bénin, même Nigeria. Donc, mais prenons le cas le plus, en tout cas proche ici, c'est le Mali et le Sénégal. Donc, nous sommes unis par la communauté de destin. Nous avons, à un moment donné, été dans ce qu'on appelle l'Afrique occidentale française, dont la capitale était Saint-Louis. Alors, tout le monde était rattaché par cette capitale, en tout cas occidentale, qui est Saint-Louis. Donc, du coup, les gens étaient liés. C'était facile à l'époque de trouver, et on en a trouvé dans l'administration, la haute administration sénégalaise, des ministres qui avaient des parents ministres aussi mauritaniens ici en Mauritanie. Donc, ce sont des choses qui nous sont en tout cas qui nous ont liés depuis l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire, les liens historiques, c'est ce qui est les liens culturels, la religion, l'islam aussi, qui a constitué en tout cas un ciment pour tout le monde. Donc, quelque part, si on n'arrive pas, en tout cas, à maintenir ces acquis, pour que ça continue, en tout cas, qu'on continue de vivre en symbiose, on risque aisément, si on ne gère pas bien, de tomber dans des situations xénophobes où le citoyen local considérera celui qui vient de l'extérieur comme quelqu'un qui vient, en tout cas, l'arracher son pain, comme je disais tantôt. Je vous donne un exemple. Il y a 10 ans derrière, il y a eu ce problème entre les dockers mauritaniens et les Maliens au port de Nouakchott. Alors, les dockers augmentaient le prix au tonnage au niveau du port, mais les opérateurs économiques n'avaient pas accepté ça. Et ils ont dit que non, puisque vous augmentez, vous êtes devenus chers, nous allons trouver la main-d'œuvre étrangère, c'est-à-dire que les Maliens, qu'on va payer à un prix dérisoire et on continue à vivre. Et là, ça crée en tout cas des situations de frustration qui ont conduit en tout cas à des situations de colère aussi qui conduisaient aux dockers mauritaniens de s'attaquer aux Maliens au niveau du port. C'était la CLTM de Samori Bey, la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie, qui jouait en tout cas le rôle de conciliable pour trouver une situation en tout cas conciliante entre les dockers mauritaniens, qu'on exigeait aussi que le prix soit augmenté parce que c'est des gens qui étaient là, etc. D'abord, le travail aux Mauritaniens, d'abord ce qu'ils avaient pensé, et ensuite aux Maliens. Donc, éviter en tout cas de gérer la situation de la sorte, ça créera en tout cas des frustrations, alors que ce sont des pays ou des communautés qui vivaient en symbiose depuis la nuit des temps. Monsieur Ibou Badiane, journaliste consultant en migration, merci de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous m'avez offerte pour parler de la migration sous cet angle. Merci beaucoup.